Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Angelier et content de vous accueillir à nouveau à l'entrevue. Au milieu des années 80, les premiers centres d'action bénévole ont commencé tranquillement à voir le jour un petit peu partout au Québec. On peut dire que depuis, notre société a évolué, a changé et probablement les besoins aussi. Mais pour la directrice générale du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, l'objectif principal est toujours resté le même, répondre aux besoins de la communauté. Alors, pour parler du cheminement de toutes les actions qui se passent au Centre d'action bénévole, il allait de soi que nous invitions sa directrice générale, bien entendu, Mme Nathalie Bugeaud. Bonjour, Mme Bugeaud, bienvenue à l'entrevue. Merci, M. Langelier. Et je dois dire aux gens qu'on a eu beaucoup de plaisir à préparer cette entrevue-là ensemble. On a beaucoup jasé ensemble. Absolument, absolument. Justement, pour commencer, on le dit que depuis les années 80, qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis, pour les centres d'action bénévole. Absolument, il y a eu beaucoup de développement qui s'est fait. Mais avant qu'on rentre dans tout ça, parlez-nous un petit peu de ce qui vous a amené, en 1989, je tiens à le souligner, à accepter ce poste-là, dans le fond. Bien, accepter ce poste-là, c'est-à-dire que j'étais à l'Association de paralysie cérébrale à l'époque, Association de paralysie cérébrale du Québec, mais le bureau de zone de la baie des Chaleurs, c'est-à-dire qui couvrait de Matapédia à Percé. Donc, je travaillais avec les personnes handicapées et avec les parents. Et c'est sûr qu'on avait le grand téléthon qui se passait à New Richmond, qui était 24 heures de diffusion. C'était vraiment assez exceptionnel, où j'avais à travailler beaucoup avec des bénévoles. Entre autres, je pense au Cœur Clé de Sol à l'époque, tout ça, mais plein de bénévoles. Premier contact avec les bénévoles. Il y avait environ, je ne sais pas, une centaine de bénévoles sur place là, pour voir à ce que tout aille bien cette fin de semaine-là, qu'on passe de l'alimentation à l'accueil des gens, à la billetterie ou autre, là, la mise en place du spectacle. Donc, c'est sûr que mon expérience de travailler avec des bénévoles, c'était tellement positif. Puis moi, j'étais jeune dans ce temps-là, j'avais pas de cheveux gris et j'étais tellement vraiment touchée de voir autant de générosité de personnes pour une cause humanitaire qui était la paralysie cérébrale. Et là, le poste, vous avez vu ça passer? Et à un moment donné, c'est ça, en 89, le poste de direction générale a été affiché pour le centre. Comme plusieurs autres personnes, j'ai appliqué. Et c'est ça, j'ai appris que j'avais le poste. Donc, j'étais très contente. C'était un nouveau défi pour moi. C'était une zone un petit peu plus courte aussi, dans le sens, c'était de Saint-Siméon à Port-Daniel. Le territoire, vous faites allusion? Oui, le territoire était plus court, donc Saint-Siméon à Port-Daniel. Donc, je me disais, je vais être encore plus proche des gens que quand un grand territoire, comme par exemple des plateaux jusqu'à Percé, c'est quand même d'énormes territoires. Donc, c'est ça. Je suis arrivée au centre en 89. À l'époque, quand je suis arrivée, il y avait environ une trentaine de bénévoles et il y avait environ cinquantaine, parce que je vais tout le temps me souvenir de ça, une cinquantaine de personnes qui recevaient déjà des services. C'était surtout axé sur les visites amicales et sur l'accompagnement transport médical. Quand vous êtes entré en poste, je pense, on en a jasé ensemble, un de vos objectifs principaux, c'était de développer la popote roulante. Un service qui est toujours très populaire auprès de nos personnes aînées qui ont des pertes au niveau de l'autonomie. Dans le fond, pouvez-vous nous parler un petit peu de la genèse, de la mise en place de ce service-là, qui, au cours des années, a pris de plus en... Le territoire s'est agrandi, je crois. Oui, absolument. On a commencé avec une première popote roulante. On a eu le plaisir, tu sais, dans le fond, et la collaboration des deux autres CAB qui avaient déjà cette expertise-là, parce que nous, on était en implantation. On est dans les dernier CAB qui a été mis au monde, là, dernier, je dis CAB, Centre d'action bénévole, qui a été mis au monde sur le territoire de la Gaspésie et des îles. Donc, on est allé voir comment ça se passait dans les autres centres. Et ensuite de ça, on a travaillé à l'implantation sur notre territoire. On avait eu à l'époque des sous de l'agence de santé, mais ça s'appelait même pas l'agence. C'était le CR3S. On était rattachés dans ce temps-là avec Rimouski. C'était Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles. Et on avait eu des sous de développement pour développer la popote roulante. Donc, on était très contents. Notre première popote roulante, nous, qu'on a développée sur le territoire, ça a été pour New-Carlisle. Ça a été notre première en 89. Là. La première année que j'étais en poste, mon premier défi, c'était la popote roulante. Ça s'est mis en place, puis au cours des années... Et après ça, on a eu des nouveaux sous
pour un autre village et d'autres sous du CR3S pour un autre village. Et tranquillement, comme ça s'est développé sur l'ensemble du territoire. C'est un besoin qui reste à travers les années toujours très important, non? Pour les aînés, pour les gens qui ont une légère perte d'autonomie ou autre. Et moi, je vous dirais aussi pour les proches aidants des aînés. Tout à fait, c'est un répit. C'est un répit, c'est une pause. On sait que notre mère, notre sœur va recevoir un bon repas chaud ce midi par les bénévoles de la popote roulante. Donc, c'est comme, ça vient un petit peu nous soulager. Ce midi, j'ai pas besoin de voir à ce qu'il y ait un bon repas qui soit préparé pour maman, parce que c'est déjà fait par l'équipe des bénévoles et les traiteurs de la popote roulante. Donc, et c'est sûr que ce qui s'est développé aussi au niveau, par exemple, alimentaire, c'est les petits plats givrés qui est devenu un complément avec les années de la popote roulante. Ça, on peut-tu l'expliquer aux gens exactement c'est quoi? Bien, les petits plats givrés, c'est des petits plats qui sont congelés. Ça comprend, c'est une bonne portion et c'est préparé par des bénévoles avec une cuisinière. Et je vous dirais, jusqu'à la pandémie, on avait la collaboration du New Carlisle High School où on préparait nos petits plats givrés à l'intérieur de leur cuisine, une journée semaine. Et quand est arrivée la pandémie, les repas, la demande a augmenté beaucoup. Évidemment. Et là, on n'avait plus accès à l'école dû à la pandémie. On s'est installé temporairement dans le sous-sol du centre d'action bénévole. Après ça, on a dû redéménager. On a déménagé à nouveau à l'école. Après ça, on est redéménagé dans un sous-sol d'église pour finalement aménager une cuisine dormée Tout ça en 2 ans. De mars 2020 jusqu'à janvier 21. Janvier 21, ça n'a même pas été 2 ans, là, ça a été 1 an. Vous êtes autonome. Maintenant, autonome, c'est un grand mot, moi je vous dirais. Autonome dans le sens qu'on a nos espaces pour préparer nos repas, pour préparer nos plats. Et maintenant, avant la pandémie, on parlait d'environ 4000 plats qui sortaient chaque année et on parle du tout près de 9000 présentement. Incroyable. Fait qu'on voit que le besoin est là. Et la pandémie a fait connaître beaucoup ces services-là. Moi, je vous dirais, du côté, par exemple, de la popote roulante ou des petits plats givrés ou de d'autres services, l'isolement des gens a amené à faire connaître encore plus nos services comme centre d'action bénévole. Comme quoi, rien n'est tout blanc ni tout noir. Il y a quand même un petit côté positif à la pandémie. D'entrée de jeu, vous nous avez parlé de votre amour pour les bénévoles. Vous avez été conquise par ce concept-là. Je serais pour... Un centre d'action bénévole, sans bénévole, ça n'existe pas, hein, on le sait. C'est quoi votre philosophie qui entoure un petit peu l'engagement du bénévole? Comment vous le voyez, le bénévole? Mais c'est sûr que quand on cherche des bénévoles, quand on fait du recrutement, quand on fait la promotion du bénévolat pour essayer d'aller chercher des nouveaux bénévoles, c'est sûr qu'on va expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on cherche comme profil de personne. Par exemple, si c'est pour de l'accompagnement transport médical, bien, c'est sûr qu'on va essayer de trouver des gens qui ont beaucoup de patience, qui vont être à l'écoute, hein, parce que la personne qu'on accompagne peut avoir un diagnostic qui n'est pas agréable. On va regarder aussi si la personne est patiente. C'est sûr, si on est à l'urgence du CLSC avec une personne qui attend pour passer, puis qu'on regarde notre montre à tous les 5 minutes, bien, on peut amener un certain stress à la personne qu'on accompagne. Donc, c'est sûr qu'on a des profils qu'on recherche selon le poste bénévole qu'on affiche ou qu'on fait la promotion. Mais par rapport à leur obligation à eux, dans le fond, ils ne sont pas obligés. Ils doivent faire des actes bénévoles durant l'année, mais bon... ils ont une liberté, c'est ce que je veux dire. Oui, absolument. La liberté du bénévole, c'est sûr qu'on demande un certain engagement à nos bénévoles. Hein, parce que si je vais m'engager pour devenir bénévole, je ne sais pas moi, dans un refuge pour animal, bien, j'ai un certain engagement à donner si j'ai le goût de participer à la vie, à l'organisation, à cette organisation-là. Pour le centre d'action bénévole, c'est sûr que c'est tout... Oui, il y a toute la liberté d'action, dans le sens qu'on a certaines responsabilités. Hein. Si j'accompagne quelqu'un à l'hôpital, je ne le laisse pas là. Hein. J'ai un sens des responsabilités. Je reste avec la personne. Je l'accompagne dans les services à l'intérieur de l'hôpital parce qu'il faut le dire, par exemple, du côté de l'accompagnement transport médical, c'est pas un service de taxi bénévole. C'est vraiment d'accompagner la personne. C'est ce service-là qui demande
un petit peu plus d'énergie pour recruter des bénévoles au niveau de l'accompagnement transport, l'accompagnement médical. Oui, l'accompagnement transport médical. C'est sûr qu'avant la pandémie, chez nous, on avait 47 bénévoles sur le terrain entre Saint-Siméon et Port-Daniel qui faisaient de l'accompagnement. Et maintenant, on est à 27-30. Donc, des fois, on doit prendre un bénévole de Passepébiac pour accompagner quelqu'un de Chigawak ou de Saint-Godefroy à son rendez-vous à l'hôpital de Maria. T'sais, donc, ça nous amène des frais supplémentaires aussi. Donc, c'est sûr qu'on aimerait arriver à avoir des bénévoles partout, entre autres pour ce service-là. Mais je pense qu'on arrive quand même toujours à répondre à la demande de la personne qui nous appelle. Je pense que dans un centre d'action bénévole, quand on embauche les gens là, pour y travailler, ce qui vont se rentrer dans la tête en premier, c'est qu'on est là pour soutenir la communauté, pour être rassurant, pour répondre à un besoin. Puis quand on parle de bénévoles, mais d'être respectueux envers nos bénévoles, le temps qu'ils ont à donner. Exemple, on peut appeler un bénévole 5 fois dans un mois, puis les 5 fois, il n'est pas disponible. Mais c'est pas grave, ça. On va se réessayer le mois prochain. Tu sais, je veux dire, c'est très important pour pas que le bénévole se sente, tu sais, comme obligé, coincé. Parce que souvent, on est dans la retraite, puis on veut garder notre liberté, mais on veut s'impliquer. Oui, et c'est des gens aussi, les retraités, c'est des gens qui ont travaillé souvent avec des horaires assez serrés toute leur vie. Donc, souvent, quand ils prennent leur retraite, la première année, on ne les voit pas. Mais après ça, tranquillement, ils s'en viennent chez nous. Et ce qu'on se dit, autant au niveau de l'équipe à l'interne, tout ça, que dans nos documents, dans nos si vous voulez, politiques de fonctionnement, ce qui est important, c'est de respecter le temps qu'ils ont à donner. Si c'est 1 heure, c'est 1 heure. Si c'est 5 heures dans le mois, ce sera 5 heures. Mais on voit aussi des bénévoles qui ont des agendas assez exceptionnels. Là. Oui. Oui. Donc, toute la liberté d'action, le respect aussi, si moi, je ne suis pas à l'aise de travailler avec un type de personne, bien, qu'on ne m'appelle pas parce que je ne suis pas à l'aise. Puis ça, c'est drôlement important. Aussi, par exemple, dans un tel service, je n'ai pas donné mon nom, bien, c'est peut-être parce que je n'avais pas le goût de faire ce type de bénévolat-là. Donc, c'est tout ça qu'on va tenir en compte, qu'on va tenir en considération dans un centre d'action bénévole lorsqu'on accueille des nouveaux bénévoles, mais aussi lorsque nos bénévoles sont là depuis plusieurs années. Des fois, on va prendre le téléphone, on va s'essayer des fois qu'on aimerait essayer un nouveau service, qu'on aimerait essayer, par exemple, peut-être de se jumeler pour venir faire le pliage du journal ou des choses comme ça. Mais la personne est entièrement libre de nous dire oui ou non. Rappelez aux gens que s'ils veulent des services chez vous, qu'ils peuvent vous téléphoner. Absolument. Les coordonnées vont être écrites en bas de la page, ainsi que sur leur site web, toute l'offre de services est là, je crois. Oui, absolument. Sur le site web, allez le visiter. Oui, bien sûr, parce que tout était bien expliqué, hein, tout est bien fait. Puis, mais avant de se quitter, c'est plus fort que moi de savoir qu'est-ce qu'on espère après tant de nombre d'années à la direction d'un centre. C'est quoi les rêves pour le centre, pour vous, pour l'avenir en 30 secondes? Ce qu'on souhaite vraiment comme centre d'action bénévole, ce que je souhaite moi comme direction générale, c'est une pleine reconnaissance financière de nos actions par l'État, premièrement, d'atteindre notre nombre de bénévoles qu'on aurait besoin du côté de l'accompagnement transport médical. Mais aussi, ce qu'on souhaite vraiment, c'est d'avoir enfin le financement pour une ressource humaine à la promotion et au développement de l'action bénévole à l'intérieur de notre centre d'action bénévole. Présentement, on a quelqu'un à 7 heures semaine qui est là au niveau du recrutement et qui est là au niveau des entrevues, la préparation des entrevues avec les bénévoles, tout ça. On a eu, durant la pandémie, quelqu'un à 28 heures grâce à des fonds fédéraux et on a vu toute une différence parce que la promotion pouvait se faire. Là, on se partage la tâche, tout le monde ensemble. Donc, c'est notre rêve d'avoir quelqu'un temps complet à la promotion et au développement. On vous le souhaite de tout cœur. La population va le ressentir aussi, tout ça. Ça va être bénéfique pour tout le monde. Et de commencer à en parler aux jeunes, aux primaires, au secondaire, de l'action bénévole, comment ça peut avoir un impact dans notre propre vie, dans le fond. Absolument. Puis je pense aussi, comme parents, d'apporter nos jeunes, quand on va faire un peu de bénévolat, pour les sensibiliser à la cause. À la cause. Ça, c'est un grand pas
pour le futur aussi. Fait que je pense qu'on va être obligé de se revoir, de faire une autre entrevue éventuellement pour continuer, parce qu'on avait encore plein de choses à dire, mais c'est pas grave. L'essentiel a été dit. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'entrevue. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. Langelier. Au plaisir de se rejaser. Merci. Voilà tout le monde, c'est ce qui met fin à cette émission qui, j'espère, vous a plu et vous a bien informé. Merci d'avoir été à l'écoute et on remercie à nouveau, bien évidemment, notre invitée, Mme Nathalie Bugeaud, qui est directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. La semaine prochaine, on continue nos entretiens avec les maires de la région et c'est avec M. Marc Loisel, maire de Passepébiac, qu'on va piquer une petite jasette. Sur ça, tout le monde, portez-vous bien, une excellente semaine à vous. À la semaine prochaine.